Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de Blender. En fait, je vais vous montrer pour la première partie la navigation. La navigation, en fait, elle est plutôt simple. Ça marche beaucoup avec le bouton du milieu de la souris. La molette de la souris. La molette de la souris va permettre de zoomer et de dézoomer. Et en fait, quand on appuie sur la molette de la souris, vous pouvez tourner autour. Ça vous permet de voir chaque côté du cube. Et si vous voulez pan, il faut ajouter Shift avec cette information-là. Donc Shift et Middle Mouse. D'ailleurs, j'ai mis dans le coin inférieur droit tous les boutons que je vais appuyer. Si vous perdez un peu ce que je suis en train de dire, c'est supposé être affiché dans le coin inférieur droit. Donc, en fait, quand vous tournez autour de votre objet, si vous voulez snap à une vue, vous pouvez faire Alt, puis ça va permettre de snap, ça va toujours dire dans le coin supérieur gauche à quel côté que vous êtes. Donc, on voit que je tourne actuellement autour de l'objet et que ça me permet de faire ça. Et sinon, il y a toujours le gizmo en haut ici qui vous permet de tourner. Lui, je le recommande pas trop parce que c'est pas super utile, mais il existe si jamais vous oubliez comment naviguer. Et aussi, si vous avez un clavier numérique, puis que le clavier numérique est activé, 1, c'est la vue de face, 3, c'est la vue de côté, 7, c'est la vue de haut, et 9, c'est toujours la vue inverse. Donc, on change entre haut et bas. 1, c'est entre l'arrière et le devant, et 3 et 9, c'est entre la gauche et la droite. Si vous voulez changer entre orthographique et perspective, si vous êtes snappé à une vue, vous pouvez faire 5, ce qui va vous permettre de changer entre orthographique et perspective. Et encore là, ça s'affiche dans le coin supérieur gauche. Et si vous tournez, vous êtes en perspective, vous pouvez toujours vous remettre en orthographique. Je sais qu'il peut avoir une utilité. Moi, je m'en sers très rarement, mais je sais que ça existe, puis j'aime mieux vous le dire pour que vous sachiez aussi que ça existe. Si vous appuyez sur 0, vous allez voir toujours la vue de la caméra. Évidemment, s'il n'y a aucune caméra dans votre scène, ça ne va pas servir à grand chose d'appuyer sur 0. Mais si vous appuyez sur 0, vous allez voir ce que la caméra voit. Donc, si vous allez faire des rendus par la suite, c'est ça que vous allez voir. Ensuite, si vous avez plusieurs objets dans votre scène et que vous voulez tourner, parce qu'en ce moment, la rotation se fait autour de cet objet-là parce qu'à la base, il était le centre du monde. Mais si on veut qu'il tourne autour d'un nouvel objet, on peut faire point. Vous allez voir qu'il va focus. Puis en fait, il va tourner autour de lui maintenant. Puis on peut alterner entre les deux. Donc c'est la navigation un peu de base. Puis en fait, si vous savez pas, si vous voyez pas en fait l'objet s'il est trop loin, puis que vous savez qu'il est dans votre scène, mettons vous voyez que cube 1 et cube 2, mais que vous savez pas c'est qui ce cube-là, puis qu'il est pas dans votre scène, puis que vous êtes trop zoomé, vous pouvez juste faire point, puis il va automatiquement aller dessus. Puis dans le fond, vous pouvez le sélectionner sur le côté pour que vous puissiez savoir il est qui et qu'est-ce qu'il fait dans votre scène. Ensuite, si on veut faire apparaître un objet, là, moi en fait j'ai d'autres options ici. Ça c'est un add-on que j'ai activé. Je vais vous montrer plus tard comment activer les add-ons que j'ai. Mais pour l'instant, si on veut ajouter un objet, c'est Shift et A. Shift A, en fait, ça va faire apparaître en fait, je vais, je vais désactiver rapidement les extra. Comme ça, je vais avoir exactement la même chose que vous. Donc vous allez avoir Plane, Cube, Circle. En fait, ils ont toute une utilité. Puis on a Suzanne ici présente. Donc, en fait, on peut faire apparaître tous les objets qu'on le souhaite avec Shift et A. Ça va permettre de faire apparaître des mèches, des courbes, des surfaces. J'avoue qu'on utilise beaucoup les mèches et les courbes. Le reste, je les ai jamais vraiment utilisés. Ils peuvent avoir des utilités. Je vous encourage à explorer si ça vous intéresse. Mais j'utilise pas tant que ça. Il y a les lumières qui sont plus utiles pour les rendus, donc on n'en parlera pas tout de suite. Il y a les caméras qui sont aussi utiles plus pour les rendus, donc on n'en parlera pas tout de suite. Puis les speakers, Force of Field, c'est plus utile pour quand on fait de l'animation, encore une fois. Donc, on n'y touchera pas tout de suite. En fait, quand vous créez un objet, s'il n'est pas souhaitable dans votre scène, vous pouvez faire X, puis il va faire genre, hey, est-ce que tu es sûr de vouloir déliter cet objet-là? Si vous voulez vraiment le déliter, vous faites juste recliquer, puis effectivement, il va disparaître. Sinon, le bouton supprime sur votre clavier va le faire disparaître automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous battre avec Blender, savoir si vous voulez vraiment supprimer l'objet. Vous pouvez juste faire delete, puis il va disparaître, puis il ne vous dérangera plus. Ensuite, dans Blender, il y a plusieurs workspaces qu'on appelle. En fait, en ce moment, on est dans Layout.
Puis il vous donne plusieurs workspaces tout en haut, qui ont toutes des utilités différentes et qui ont une approche différente d'un workflow pour permettre certaines choses et certaines autres choses. Donc Layout, en fait, c'est lui qu'on utilise le plus souvent. C'est dans lui qu'on apparaît aussi à la base, donc c'est lui que tout le monde s'est habitué à utiliser. Mais après ça, on a Modeling. Modeling, dans le fond, la seule affaire qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre en Edit Mode. Je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi le Edit Mode, mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Mais en fait, il va vous mettre en Edit Mode, mais à part ça, entre Layout et Modeling, il n'y a pas grande différence. Il enlève peut-être aussi la barre d'animation en bas. Sinon, on a Sculpting. Ça, c'est plus pour quand on fait de la sculpture, justement. Donc, ça va vous mettre en mode sculpture, mais ça va aussi vous sortir les outils, puis ça va même vous mettre un shader différent pour sculpter, puis ça va vous faciliter la tâche. Il y a le UV Editing qui va vous mettre la bonne place en mode edit automatiquement. Donc, le mode UV permet, justement, cette fenêtre-là permet une facilité d'accès au mode UV. Il y a le Texture Painting qui vous permet de peinturer sur ça, mais ça, je ne le connais pas assez bien pour vous l'expliquer. Il y a le Shading. Shading va vous mettre automatiquement en vue de Viewport Shading, qui est à différencier du Viewport Shading. En fait, il y en a un qui va utiliser les lumières et l'autre non. Dans le fond, lui, il va montrer les textures. Puis en fait, ça va vous permettre de faire des matériaux directement dans Blender. Il y a l'animation qui vous permet de voir votre timeline, qui vous permet de voir ce que vous faites. Puis en fait, ici, vous voyez qu'il n'y a aucune grille, vous voyez vraiment... Puis si en fait, s'il y avait une caméra, il l'aurait mis automatiquement sur la vue de caméra, celui-là, pour qu'on voit vraiment c'est quoi que le rendu donne au final. Le rendering, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Compositing, il y a une utilité, mais c'est plus quand on va être rendu au rendu. Puis le scripting, c'est si on veut faire du script, mais comme je suis pas très bon en Python, on s'en aventurera pas là-dedans. Donc, layout, puis en fait, si vous voulez modifier, parce que ça se modifie aussi en workspace, donc si vous voulez modifier votre workspace, vous pouvez aller dans les coins du workspace, dans le coin inférieur gauche. En fait, il y a une nouvelle souris qui va apparaître. Ça, en fait, ça vous permet de tirer un nouveau workspace. Donc, si vous voulez avoir comme 4 vues ou quelque chose, si mettons, ça vous intéresse d'avoir 4 vues, j'ai pas tiré à la bonne place. Si vous voulez avoir 4 vues, ça se fait. Puis en fait, ça, vous pouvez niaiser avec ça autant que vous voulez, parce que après ça, ben, ça se défait assez facilement. Puis si jamais, là, vous voyez que je commence à avoir comme beaucoup trop de niaiseries, si jamais c'est irrécupérable puis que vous n'arrivez vraiment pas à récupérer votre layout de base, vous pouvez cliquer sur le petit plus, puis là, dans Général, il y a toutes les workspaces que je viens de mentionner. Il y a aussi des workspaces exprès pour l'animation 2D, pour la composition, le rendu, la sculpting, ainsi de suite. Donc il y a vraiment tout ça, ça a vraiment été fait pour ça, mais nous autres, en fait, si on veut un nouveau layout, donc là, lui, on va le supprimer parce qu'on a fait trop de niaiseries avec. Lui, il va être complètement vierge. Il n'y aura absolument rien qui va avoir été modifié par nous. Puis après ça, on peut juste le render to the front. Puis après ça, on peut l'appeler juste layout au lieu que ce soit layout 001. Pour ce qui est des workspaces, en fait, quand vous les séparez, c'est pas ça que je voulais faire, pas en tout. Quand vous les séparez, en fait, vous pouvez changer ce que c'est. Donc ici, mettons, j'ai mon UV 3D View Viewport. Mais en fait, je peux l'avoir. Puis en fait, le UV Editor, il est là. Donc en fait, si on regarde ici, en ce moment, entre le UV Editing puis le layout, la seule différence, c'est que ici, j'ai ma timeline. Mais sinon, vous pouvez prendre n'importe quoi. Donc mettons, mon shading ici, c'est un layout que je serais capable de créer, un workspace que je serais capable de recréer ici. Donc si on veut le modifier, en fait, vous pouvez toujours sélectionner ça ici. Puis vous pouvez aller chercher Shader Editor. Donc ça, c'est justement à ça que ça sert. Puis en fait, vous pouvez prendre la Dope Sheet. En fait, il y a plein d'options que je vais probablement approfondir dans d'autres cours. Mais vous pouvez créer un layout personnalisé si vous voulez. Donc tantôt, justement, quand tu veux aller en UV Editing, à la place d'être en UV Editing, si tu veux l'avoir dans le layout, tu peux créer ta propre parenthèse puis faire UV Editor ou ainsi de suite. Donc ça c'est comme ça, c'est l'utilisation des workspaces. Si vous voulez explorer avec les workspaces, je vous encourage à le faire parce qu'anyway, il n'y a rien de concret. Vous pouvez toujours en refaire un facilement. Mais oui, en fait, les workspaces servent à ça. Ils servent à vous spécialiser dans certaines tâches, tout dépendant du workspace que vous utilisez.
Maintenant, vous avez un cube au milieu de votre scène, vous ne savez pas quoi en faire. En fait, il y a plusieurs manipulations que vous pouvez faire avec votre cube. Premièrement, avec votre cube, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'agrandir, le tourner et le faire bouger dans l'espace. En fait, ça, il y a trois shortcuts clés. En fait, il y a S qui est pour scale, il y a R qui est pour rotate, puis il y a G qui est pour grab. Et en fait, pour les utilisateurs de Maya, si vous êtes plus habitué à aller le chercher dans l'écran, vous fallait le chercher, en fait, vous pouvez activer ça ici. Puis en fait, ça vous permet d'aller le chercher directement dans l'écran puis bouger les choses. Par exemple, je le recommande pas parce que ça vous fait beaucoup plus aller chercher dans l'écran, mais au moins vous savez qu'il existe. Mais je vous recommande plus d'apprendre les shortcuts, comme ça, c'est vraiment utiliser Blender à son plein potentiel. Par la suite, si vous faites un scale, vous voyez qu'il agrandit de manière uniforme et que, en fait, oui, il agrandit de manière uniforme. En fait, vous pouvez écrire un chiffre Blender. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on peut écrire même des formules mathématiques dans ce qu'il fait. Donc, mettons, on écrit 2, il va scale automatiquement de 2. Il va pas scale plus, il va pas scale moins, il va vraiment scale de 2. Donc, en ce moment, si on regarde l'item, vous voyez que si je scale de 2, il va agrandir de 2 à 4 mètres, puis son scale il va être bloqué à 2. Donc, c'est très utile. Puis en fait, si je le rescale de 2, là, il va être rendu à 4 et à 8. Donc, c'est exponentiel si si on agrandit de 2 et de 2. Puis en fait, si mettons vous voulez utiliser ça, vous pouvez faire aussi x5 par exemple. x5, ça va l'agrandir exactement de 5. Puis si vous refaites x5, mais là, ça va tomber à 25. Là, si on continue, ça va augmenter de 5 à chaque fois. Donc, vous pouvez écrire des formules mathématiques carrément pour l'agrandissement ou même le mouvement. Donc, si jamais vous voulez qu'il bouge exactement de 10 mètres, ben, il va bouger d'exactement 10 mètres si vous écrivez 10 mètres. Ensuite, si vous voulez qu'il bloque dans un des axes, vous pouvez faire GY pour l'axe des Y, X pour l'axe des X et Z pour l'axe des Z. En fait, ça, c'est aussi à différencier de Maya. C'est plus comme dans Unreal. L'axe des Z est vers le haut. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Donc, si vous allez vers l'axe des Z, ça va toujours aller vers le haut ou vers le bas. Et encore une fois, là, on peut écrire une somme, on peut écrire un chiffre. Puis, en fait, si vous voulez être plus précis, parce qu'en ce moment, vous voyez que ça défile quand même assez vite, vous pouvez faire Shift, ce qui va vous permettre d'être plus précis dans votre mouvement, dans votre déplacement. Puis ça s'applique à n'importe quoi. Si vous voulez faire un scale plus rapproché, vous pouvez faire un scale en appuyant sur Shift. En fait, vous voyez aussi que quand je scale trop, vous voyez que la souris fait le tour. Donc, quand je dépasse ici, il revient de l'autre côté. Comme ça me permet de continuer d'agrandir ou de rapetisser. Donc, ça, vous n'avez pas à avoir peur de quitter l'écran. Il va toujours faire une rotation complète pour ça. Par la suite, maintenant que... ah oui, une dernière chose. Quand que vous scalez sur l'axe des... Vous faites scaler sur l'axe des X, des Y et des Z, X, Y et Z, si, mettons, vous voulez l'agrandir partout sauf sur l'axe des Z, vous pouvez faire Shift Z. En fait, ça va agrandir partout sauf sur l'axe des Z. Donc, pour la rapetisser ou l'agrandir, ça se fait. Si vous voulez le bouger, c'est le même concept. En fait, le Shift X existe aussi, ou Shift Y. Dans le fond, ça va déplacer tout sauf celui que vous avez cliqué en appuyant sur Shift. Sinon, si vous voulez le bloquer à un seul, c'est effectivement, c'est juste la bonne lettre. Maintenant que vous avez un objet que vous voulez modifier, vous pouvez faire Tab. Tab, je m'excuse pour les gens qui ont perdu les boutons que j'appuyais. Donc, quand vous avez un objet que vous voulez modifier, vous avez juste à faire Tab. Tab, ça vous permet d'aller en mode Edit. Donc, tantôt, quand vous allez en mode ligne, il était déjà en mode Edit, mais Layout, ça vous permet de vous appuyer sur Tab, puis vous êtes rendu en mode Edit. Dans le mode Edit, il y a... en fait, il y a trois boutons à se souvenir principalement. En fait, il y a, comme dans n'importe quel logiciel de 3D, il y a des vertex, il y a des edges, puis il y a des faces. En fait, si vous voulez alterner entre les trois, si vous voulez sélectionner juste des vertex, vous appuyez sur 1, puis vous allez voir que ça va changer en haut. Si vous appuyez sur 2, ça va changer pour les edges, puis 3, ça va sélectionner seulement les faces. Puis encore là, toutes les opérations que j'ai nommées précédemment s'appliquent encore. Donc on peut bouger seulement en excluant seulement les Z, et on peut faire d'autres opérations aussi. Mais grosso modo, c'est les mêmes opérations qu'on avait, mais sauf que là, on peut bouger seulement un edge si on veut.
Puis encore là, si mettons je fais apparaître une forme un peu plus complexe, genre Suzanne, Suzanne, je peux aller chercher un seul vertex, puis je peux le bouger dans l'espace sans que ça cause problème. Donc, le mode edit en fait va permettre d'aller bouger l'objet dans, dans, dans sa forme plus primitive. Ben pas plus primitive, mais sa forme. Comment on dit ça? Dans sa forme en fait, directement. Par la suite, pour ce qui est de la sélection, quand vous êtes en mode en fait, quand vous êtes en mode vertex, vous pouvez sélectionner des vertex. En edge, vous pouvez sélectionner des edges. Et en face, vous pouvez sélectionner des faces. Et en fait, si je sélectionne cette face-là, puis je m'en vais en edge, vous allez voir que les 4 edges vont être sélectionnés. Puis quand je me retourne en vertex, les 4 vertex vont être sélectionnés. Mais l'inverse ne s'applique pas. Donc si je désélectionne ce vertex-là, le edge va suivre, mais pas la face. La face, il n'y a aucune face de sélectionner. Puis après ça va avoir désélectionné automatiquement le tout. Puis si vraiment j'ai aucune edge de sélectionner, ben, si je m'en vais en mode edge, il n'y aura absolument rien qui va suivre. Donc il faut faire attention, on peut passer de face au edge au vertex, mais l'inverse ne se fait pas s'il n'y a aucune edge et ou face de sélectionner. Par la suite, quand on veut sélectionner des choses de manière plus, pas grossière, mais si on veut sélectionner plus de choses plus facilement et plus rapidement, il y a deux façons. En fait, vous pouvez faire C. C, ça va vous ouvrir ça. Si on scroll up et down, ça va changer la grosseur. En fait, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en même temps. Fait que, en appuyant sur C, je peux sélectionner plus rapidement, si on veut, tout le côté gauche de Suzanne. Puis ça va me permettre d'avoir une sélection plus rapide et plus efficace, si on veut, sur certains éléments. Là, il manque la face ici. Puis en fait, ça va permettre justement de sélectionner ou de désélectionner plusieurs éléments plus facilement. Ensuite, si l'objet en question est séparé du reste, donc en ce moment je pense que l'œil est séparé. Si l'œil est séparé, vous pouvez faire L pour sélectionner tout ce qui est lié à l'objet. Donc, en fait, les shortcuts dans Blender, il faut comprendre que c'est souvent la première lettre de l'opération qu'on cherche à faire. Donc, L, c'est pour aller chercher les objets qui sont liés. C, c'est pour aller chercher la sélection en cercle. G, c'est pour grab, donc le mouvement qu'on va aller chercher l'objet et on va le déplacer. R, c'est pour rotate. S, pour scale. Donc, c'est souvent la première lettre de l'opération qu'on cherche à faire qui va être faite. Donc, L, en fait, c'est pour sélectionner tout ce qui est lié à l'objet. Donc, en ce moment, on voit que tout ce qui est lié ici, sauf les deux yeux qui sont séparés. Donc, eux autres sont connectés par aucun vertex. Mais si, en fait, je connectais les vertex des yeux au reste de Suzanne, là, ils sélectionneraient aussi ensemble. Mais comme en ce moment, ce n'est pas le cas, je peux les sélectionner. En fait, ça serait le même concept que si, mettons, j'avais deux cubes comme ça, que je les lierais. Je peux sélectionner avec L seulement un cube sur deux. Puis Shift L aussi, ça se fait pour désélectionner le cube. En fait, le L, on n'a pas besoin d'avoir sélectionné quoi que ce soit, il faut juste survoler, puis en appuyant sur L, ça va le sélectionner automatiquement. Oui. Ensuite, pour ce qui est de sélection, mettons, on veut sélectionner, on retourne à Suzanne. Si, mettons, on veut sélectionner les yeux, à la place de cliquer sur L, mettons, je veux juste les paupières. Là. Je vais faire CTRL+. Puis CTRL+, ce que ça va faire, ça va sélectionner, ça va agrandir la sélection. Tes souhaits? Ça va agrandir la sélection. Puis en fait, l'agrandissement de la sélection va permettre d'agrandir. Puis en fait, si on fait CTRL-, ça va rapetisser la sélection. Par exemple, ici, il faut faire attention parce que j'avais tout sélectionné. Donc, en allant trop loin, je vais vous le montrer. En allant trop loin, et ici je peux plus désélectionner, je peux pas descendre le nombre parce que tout est sélectionné. Ils savent plus par où aller. Donc, tant que je suis pas rendu trop loin, je peux faire CTRL+ et CTRL-. Mais si l'objet au complet est sélectionné, le CTRL+ et le CTRL- ne veut plus rien dire. Même chose, en fait, si rien est sélectionné, je fais CTRL+, ça va pas servir à grand chose. Mais pour ce qui est de la sélection, ça va permettre de sélectionner plus facilement certains éléments. Si vous faites CTRL+ et CTRL-. Puis, c'est ça. Oui, si vous voulez voir au travers d'un objet, donc si mettons, on va ramener le reste de Suzanne. D'ailleurs, ça c'était H que j'avais cliqué pour Hide.
Donc H pour cacher les objets qui sont sélectionnés. Si on veut voir au travers de Suzanne, mettons, ça peut être très 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 utile. Donc si mettons il y a un cube derrière Suzanne, puis que je sais pas où, il y a un cube dans Suzanne, puis que je veux modifier ce cube-là, puis là, en ce moment j'ai aucune façon d'atteindre ce cube-là. Même en sélectionnant comme un malade, je vais pas réussir à sélectionner le cube. Quoi que j'ai tout fait. Non. Fait que je vais pas réussir à sélectionner le cube, mais si je m'en vais en mode. En fait, c'est Alt-Z, le shortcut. Sinon, il y a ça ici dans le coin supérieur droit pour toggle X-ray. Fait que ça va vous permettre d'avoir le X-ray qui apparaît. Puis après ça, on pourra aller sélectionner les coins. En fait, je peux aller sélectionner aussi la forme, puis les sortir, puis ainsi de suite. Donc, ça vous permet d'accéder plus facilement à certains éléments en allant en mode X-ray. Surtout quand deux choses s'overlappent ou quand ils sont quand deux choses s'overlappent ou quand ils sont dans le même objet, parfois ça permet d'atteindre plus facilement ce que vous cherchez. Aussi, à savoir, Blender a ce qu'on appelle un curseur 3D. Donc ça, c'est la petite affaire rouge au milieu de mon écran. Ça, en fait, c'est assez utile parce que ça permet de naviguer plus facilement dans l'univers 3D. Donc, en fait, pour le déplacer, c'est Shift et Right-Click. Fait que ça va vous permettre de déplacer votre curseur 3D où est-ce que vous le souhaitez. En fait, lui, en fait, il va permettre, si je fais apparaître un cube, il va apparaître exactement là. Donc, tout dépendant où est-ce que je le mets, ça va permettre une navigation plus facile et fluide de l'apparition de certaines choses. Puis aussi, ce que je peux faire, je peux lui dire, mettons, toi, mettons, j'enlève lui, je peux lui dire, toi, je veux que tu ailles rejoindre le curseur. Donc, il va être plus facilement atteignable dans l'environnement 3D. Parce que c'est vous-même qui avez placé ce curseur-là dans votre propre environnement 3D. Là, vous avez vu, j'ai fait Shift S. Shift S, en fait, ça va ouvrir ce petit panneau de navigation-là. Puis en fait, ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec le curseur. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le curseur. Puis il y a aussi des choses qu'on peut faire avec les sélections. Mais là, on va se concentrer plus sur les curseurs. Donc, en ce moment, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, je rentre dans mon objet. Je peux aller chercher juste un coin, puis faire Cursor to Selected. Puis là, il va aller là directement. Donc ça va me permettre, par exemple, de dire ensuite à mon objet, ben, je veux que l'origine se rende au curseur 3D. Fait que là, ben, ça va permettre de tourner autour de l'origine. En fait, comme n'importe quel logiciel de 3D, on a des origines aussi. Donc, en fait, on peut faire l'origine jusqu'à la géométrie. Fait qu'en ce moment, j'ai envoyé la géométrie à l'origine. Donc, ils ont centré l'objet à l'origine. L'inverse se fait aussi. Donc, si, mettons, je déplace... je retourne comme ça. Si je dis que je veux que l'origine se rende à la géométrie, il va retourner au centre de l'objet. Il peut aller au curseur 3D. Il peut... les deux derniers, je ne les utilise pas assez pour vous dire c'est quoi exactement. Mais ils existent. Mais je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'ils font exactement. Aussi, après ça, on peut renvoyer le curseur à l'origine du monde. Si jamais votre curseur est entre deux positions, donc mettons il est ici, ce qu'on peut dire, c'est va à la grille. Donc il va aller chercher le point le plus proche selon la grille qu'il y a pour lui. Donc en ce moment, le point le plus proche, c'était justement ce point-là dans la grille. Si je rapetisse... Non, ça marche pas. Ok, fait que c'est ça, il va aller se snap à la grille. Ensuite, on peut le ramener aussi à l'origine du monde. C'est toujours utile à avoir à l'origine du monde. Le curseur 3D est utile, mais on ne l'utilise pas assez souvent pour que ça soit utile qu'il reste au milieu de nulle part. Ensuite, on peut prendre la sélection, puis on peut l'envoyer jusqu'au curseur. Là, vous voyez que c'est l'origine qui a été déplacée. En fait, c'est l'origine qui s'en va au curseur. Donc, ici, l'origine, vu qu'elle était dans le coin, c'est elle qui s'est ramassée là, puis lui, non. Donc ça permet de déplacer aussi les choses de manière plus précise où est-ce qu'on les veut exactement. Puis même chose avec sélection to cursor. En fait,
En fait, c'est ça, vous pouvez bouger la sélection jusqu'au curseur. Lui, il garde l'offset, mais je suis pas sûr exactement de savoir c'est quoi l'offset, donc je veux pas m'avancer et dire n'importe quoi. Ensuite, vous pouvez faire la sélection tout l'active. Fait que dans le fond, ce qui est sélectionné va être en orange, et quand vous sélectionnez autre chose, vous allez voir que son orange va donner plus foncé. Puis en fait, ce qui est l'actif, si on veut, c'est le orange plus pâle. Donc si ici je fais sélection tout active, il y a lui qui était le deuxième sélectionné qui va rejoindre l'autre. En fait, mettons je fais l'inverse, lui va rejoindre l'autre. Donc ça va vous permettre de faire en sorte que les deux se connectent entre eux. Il y a aussi sélection to grid. Encore là, comme le curseur, tantôt, il va se connecter à l'endroit le plus proche de la grille qui connaît. Comme ça, il va juste se connecter, puis tout va bien aller. Puis il y a le curseur jusqu'à l'actif. Donc, à la place d'être celui qui est sélectionné, ils vont prendre l'origine de l'actif. Donc, il va se connecter comme ici. Mais si je m'en vais ici puis que je fais jusqu'à l'actif, il va quand même comprendre que c'est lui l'actif parce que c'est lui qui est sélectionné en ce moment. Mais si j'en sélectionne plusieurs, si mettons j'en sélectionne plusieurs puis je fais jusqu'au sélectionné, il va faire une moyenne des trois. Mais si je fais jusqu'à l'actif, il va prendre le dernier que j'ai sélectionné. Ok, cool. Maintenant, si vous voulez que votre forme ou ce que vous déplacez soit de manière plus précise sans utiliser des chiffres ou une formule mathématique, vous pouvez toujours activer le magnet ici. Le magnet, en fait, ce que ça va faire, ça va vous permettre d'avoir plusieurs choses. Mais en fait, ici, en ce moment, il va bouger par incrément. Donc, il va bouger via la grille. Donc, vous voyez que c'est comme s'il glitchait. Il bouge de manière très précise sur la grille. Fait que si, mettons, je zoome plus, puis que on voit la grille, quand je vais le bouger, il va bouger avec exactitude sur cette grille-là. Donc, c'est ça que ça veut dire par incrément. Puis en fait, ça s'applique aussi si je m'en vais chercher des edges, ils vont bouger exactement sur la grille. Mais en fait, ça va. Faut toujours être en mode orthographique parce que sinon, il va bouger, comme vous avez vu, il va bouger de manière plus intense. Puis c'est moins bon, c'est moins précis. Ensuite, ils peuvent snapper aussi au vertex. Fait que si, mettons, je veux que ce vertex-là snap à l'autre vertex, ben je peux. Il y a des manières plus efficaces aussi de faire ça, mais ça vous permet de faire en sorte qu'il snap sur un vertex. Puis encore là, même chose, si on veut qu'il snap sur un edge, fait qu'ici, il va snap sur le edge directement. Fait que lui, il va chercher le edge le plus proche, puis il va snap. Puis même chose, si je mets, mettons, une face, il va snap sur la face. Après ça, par le volume, fouillez-moi ce que ça veut dire. En ce moment, j'ai jamais vraiment utilisé les trois dernières options. Puis en fait, si mettons que vous sélectionnez plusieurs choses, ça va vous permettre. Là, c'est sûr que la forme n'est pas assez complexe pour que je puisse vous montrer toutes les fonctionnalités de ça. Fait que pour l'instant, on va en rester là, je crois. En fait, si vous voulez faire disparaître ça ici, ou si vous voulez le faire réapparaître, ça c'est N pour navigation. Donc ça vous permet de l'afficher et le désafficher. Et l'autre côté c'est T, donc ça vous permet d'épurer un peu votre espace. Donc N et T vous permet de faire afficher et de désafficher tout ça. Si jamais vous avez un cube aussi, vous voyez qu'il y a un nouveau menu qui est apparu, qui est Item. Ce menu-là, en fait, vous permet d'avoir les dimensions, la location, la rotation, le scale et les dimensions de votre objet. Donc ça aussi, vous pouvez les modifier, vous pouvez écrire un chiffre, vous pouvez écrire une formule mathématique, vous pouvez écrire ce que vous voulez là-dedans. Ça devrait fonctionner. Donc mettons ici j'ai 20, puis je veux moins... Ben j'ai 50 moins 20, ça fait 30. Fait qu'on voit qu'il est quand même capable de faire ses quick maths, on est correct. Aussi, ça parfois je l'accroche, si vous voulez zoomer, vous pouvez faire Alt et... à la place de scroll, c'est Alt et Middle Mouse Button. Puis en allant de haut en bas, ça vous permet de zoomer et de dézoomer. Ça vous permet de zoomer et dézoomer d'une façon différente et c'est un peu plus précis aussi comme ça. Fait que si mettons,
vous voulez voir une manière précise ou que vous faites un rendu ou quoi que ce soit, ça peut être plus utile de zoomer comme ça pour vous rapprocher plus efficacement de votre objet. Ensuite, si mettons que vous agrandissez votre chose, vous voyez que le scale ici, et en ce moment j'ai exclu l'axe des Z, fait que si mettons j'exclus ça, vous voyez que lui il reste à 1, mais eux autres ont monté à 9 et à 71. Ça parfois ça peut faire des problèmes plus tard. Le 19.4 c'est parfaitement normal, mais les 9 ici ça peut faire des problèmes. Même chose si je le rotate, ici il va avoir une rotation qui n'est pas 0, 0, 0. Donc ça peut faire des problèmes. En fait, la manière de remédier à ça, c'est en faisant CTRL-A. CTRL-A vous permet de apply. Donc on peut apply une location, une rotation ou un scale. Donc si j'apply le scale seulement, vous voyez que tout retombe à 1, 1 et 1. Donc ça c'est bien. Puis en fait, si mettons je le bouge aussi, si j'apply le scale, pas le scale, la location, vous voyez que l'origine retourne au centre du monde. Parce qu'en ce moment, sinon, l'origine, il dit où est-ce qu'il est par rapport au monde. Donc, si, mettons, je réapply le scale ici, de la location, il va retourner à 0, 0, 0. Mais l'origine va être là aussi. Si jamais, mettons, vous n'êtes pas satisfait de votre rotation, vous dites « Ah non, la rotation, je ne l'aime vraiment pas », vous pouvez faire Alt et R. Alt, R, ça va annuler toutes les rotations. Même chose si, mettons, vous avez bougé votre objet puis vous n'êtes pas satisfait avec la place, l'origine va retomber automatiquement à 0, 0, 0. Si vous faites Alt et G. Encore là, si ici vous appliquez votre location, Alt G ne va pas faire rien parce qu'il va déjà être considéré comme étant au centre du nombre. C'est toujours l'origine qui va se déplacer. Puis encore là, ici j'ai apply mon scale, mais si mettons je voulais pas de mon scale, fait que je vais repartir avec une nouvelle forme. Si mettons je le scale puis je me dis ah non je veux pas ça, Alt S va vous permettre de ramener tout ça à 0, 0, 0, soit avant que vous appliquiez le tout. Ça fait le tour pour ce qui est de la navigation. Non. Oui. On va s'arrêter là. Moi je vais aller boire un peu d'eau. Donc, on est rendu à la partie UV, mais avant ça, j'aimerais ça quand même faire une petite précision. En fait, quand vous voyez que, si mettons votre objet est trop grand, j'ai importé l'objet qui était quand même grand, fait que ça m'a fait penser à ça. Si vous voyez qu'il commence à disparaître de votre vue, vous pouvez aller dans Vue, puis en fait, vous avez le End ici, que vous pouvez rajouter une coupe de 0, puis vous n'allez jamais perdre votre objet. Évidemment, s'il est trop grand, je vous conseille fortement de le réduire. Parce que s'il est trop gros, ça peut causer d'autres problèmes. Donc, des problèmes d'échelle d'ailleurs, parce qu'un C-chest, c'est pas supposé être aussi gros que ça, point. Donc, vous pouvez modifier ça quand même, mais vous savez au moins que ça existe. Donc, pour ce qui est des UV, je vais vous inviter à aller dans UV Editing. Puis en fait, vous voyez que les UV, en fait, sont partiellement déjà faites, mais sont très mal faites. Donc, on va les recommencer de zéro. Mais les UV, la manière que ça fonctionne, c'est comme en couture, j'aurais pu préparer ça à l'avance. C'est comme en couture, en fait, on a des patrons de couture. Puis en fait, des patrons de couture, ce que ça va faire, c'est que on va connecter plusieurs éléments 2D ensemble. Donc, comme si je prends ça ici. Mettons, je prends cette image-là. Vous voyez que il y a l'avant, il y a l'arrière, et il y a les manches, et il y a le collet. En fait, on va connecter tous ces éléments-là ensemble via des coutures. En fait, si vous regardez vos chandails, vous allez voir qu'il y a des coutures. Les UV, c'est le même concept. En fait, on va prendre l'objet 3D, puis on va s'arranger pour qu'il devienne en 2D. Et pour ça, on va mettre des coutures qu'on appelle. Donc, en fait, si on regarde l'objet, on va juste aller chercher un seul élément qui va être moins gros pour commencer. Donc si mettons je m'en vais juste chercher ça ici, puis que je cache le reste. Donc ici, anyway j'ai dit les shortcuts. Fait que en fait, ça ici on a un espèce de boulon si on veut. En fait si on regarde en ce moment son unwrap à quoi qu'il ressemble, on va juste prendre ça ici mettons. On voit qu'en fait, il a été unwrap, mais via la vue. Fait que c'est comme si je me mettais comme ça, puis que je faisais un unwrap via la vue. Ce qui est absolument mauvais, en fait. Pour des unwraps, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient le plus à plat possible, puis qu'il y ait le moins de seams possible aussi.
Donc, mettons le boulon ici. Si on commence par le unwrap d'une autre façon, ça va donner ça. Puis en fait, je vais juste... ça, en fait, c'est pas bon parce que ici il y a de la déformation aussi autour. Parce que c'est pas une forme... c'est pas une forme qui est simple, en fait, pour un logiciel. Tandis que si, mettons, je cache ça 2 secondes puis que je ramène le cube, si on regarde le cube, c'est cette forme-là qui va sortir de base. C'est comme, en fait, si vous découpez ça dans une feuille de papier, vous êtes capable de refaire le cube via cette forme-là. Donc, c'est à ça que ça ressemble un dépliage. Ou sinon, le meilleur exemple que j'avais, là, je peux pas vous le montrer à vous en classe parce que je l'ai pas sur moi, mais je vais le mettre sur le montage. Dans le fond, c'est comme les papiers d'emballage d'Halloween, où est-ce qu'ils mettent des dessins sur le chocolat. En fait, ça va emballer l'objet, mais le papier, il est 2D au départ. En fait, ça va emballer, ou les petits Père Noël, là, le Père Noël va être emballé dans le chocolat, qui lui est en 3D, mais ça, c'est de la 2D qui est tapé par-dessus. Donc, c'est le même concept pour le dépliage. Puis aussi, je voulais en venir à un point. Oui, en fait, il faudrait que ça soit, idéalement, il faudrait que ça soit que des carrés qui apparaissent sur votre coffre. Donc, en fait, je vais vous montrer. En fait, il y a plusieurs façons de mettre une texture de carré sur votre objet. Je vais vous en montrer deux. Les deux reviennent un peu à la même chose, mais ils ont une petite différence. Donc, en fait, si vous faites New dans UV Editing, en fait, ça, c'est des images que vous pouvez importer. En fait, quand vous faites New, vous fallait chercher, à place de Blank, vous fallait chercher UV Grid. UV Grid, ce que ça va faire, c'est que ça va faire apparaître automatiquement ça. Mais ça, c'est pas encore sur votre objet. Donc, vous avez dans le Shading. Puis, en fait, dans le Shading, vous faites apparaître, là, je sais que je vous ai déjà perdu. Vous faites apparaître une texture, en fait, une image de texture, donc image texture. En fait, ici, vous allez chercher l'image que vous venez de générer, puis l'appliquer directement sur votre coffre. Sauf que, en ce moment, c'est dessus UV. Oui, c'était déjà UV, cool. Donc, en ce moment, vos UV apparaissent comme ça, puis en ce moment, on voit que c'est pas beaucoup de carrés qui sont cute. Puis, ça, c'est une des façons. Puis en fait, vous voyez les plus, en fait, ils devraient être parfaitement, ils devraient être mieux que ça en fait. Donc si on regarde qu'est-ce qui se passe, on pourrait aller chercher, mettons, la plaque ici. Puis on va juste prendre ça ici en fait. On va unwrap. Puis en fait, là, vous voyez que j'ai des beaux carrés, tout beau, tout droit. Puis en fait, on voit que c'est ça qu'on voit aussi dans le côté ici. Donc en fait, ça c'est l'objectif de tout bon UV Unwrap, c'est d'avoir des bonnes formes et des bons carrés. Pour le Unwrap dans Blender, donc on va retourner à mes deux boulons que j'avais tantôt. Pour ce qui est des boulons, ce qu'on veut, en fait, il y a plusieurs façons de Unwrap. Mais une des façons les plus, pas les plus efficaces, mais c'est une des plus efficaces, puis ça se rapproche beaucoup de ce que j'expliquais tantôt avec la couture. En fait, c'est qu'on va cliquer sur U. U, c'est pour toutes les options de UV Mapping. En fait, on va aller chercher Mark Seams. Mark Seams, ce que ça va faire, ça va mettre ça en rouge. En fait, le rouge, ça veut dire que quand on va faire un dépliage, il va être séparé du reste. Donc, je vais juste enlever ça. Ça va être séparé du reste. Donc, vous voyez ici que ça ici, c'est complètement séparé. Puis, même si je cache ça ici, en fait, si j'accentue la seams, vous allez voir que ici, le milieu va se séparer. Puis, je peux continuer comme ça avec le boulon pour que ça se rende jusqu'à l'autre côté. Puis, en fait, je peux complètement faire la ligne au complet. En fait, pour sélectionner une ligne au complet, d'ailleurs, c'est Alt et clic. Puis le Alt-clic, ça va prendre... je vais juste vous le montrer sur une sphère. En fait, la sphère, pourquoi je l'utilise, c'est que, en fait, si vous sélectionnez comme ça, ici, ça va prendre le edge là, mais si vous sélectionnez là, ça va prendre l'autre edge. Donc, c'est vraiment par rapport à... c'est quelle la edge la plus proche pour savoir comme de quel bord il va partir. Donc, vous pouvez pratiquer. Dans le fond, c'est Alt-clic.
Puis dans le fond, tout dépendant à quel point il est proche, en fait, il va prendre le vertex le plus proche, puis il va faire une loupe au complet avec. Puis encore là, la sphère, je peux y mettre une seams, puis après ça, si je fais un dépliage de ça, il va faire 2 ronds. Donc, les 2 ronds vont avoir, ils vont être complètement séparés, puis encore là, je pourrais mettre un autre seams comme ça ici. D'ailleurs, si vous voulez sélectionner plus de... Parce que ici, mettons, si on fait juste Alt, ça va désélectionner l'ancien. Si vous faites Shift en même temps, ça va sélectionner, ça va pouvoir sélectionner plus. Donc, pour ça, vous pouvez mettre ça ici. Donc, c'est pas très droit mon affaire, mais c'est pas grave. Fait qu'en fait, ça va faire plusieurs coquilles, si on veut. D'ailleurs, précision pour l'autre vidéo d'avant, si on veut revenir en arrière dans Blender, c'est pas CTRL Y, c'est CTRL SHIFT Z. Fait que CTRL SHIFT Z. Donc, on va retourner à mon fameux C-Chess que je vais faire genre 36 allers-retours avec. Donc, ici, si on veut retirer d'ailleurs les seams, on peut juste faire Clear Seams. Puis, ça va nous permettre de revenir en arrière. Ici, le boulon, en fait, ce qu'on veut pas, en fait, c'est d'avoir les faces ici, on veut les avoir uniformes si on veut. Fait qu'on veut que ça soit un seul et même carré pour qu'il y ait le moins de seams sur la surface parce que c'est ça qu'on va remarquer le plus. Fait que ce qu'on va vouloir faire, en fait, on se dit il y a souvent des soudures sur les côtés. Donc on va les sélectionner tous les côtés. Puis on va mettre des seams là. Fait en marquant les seams, puis après ça en faisant le unwrap, ça va nous avoir une belle forme comme ça. Puis en fait, vous voyez que justement, si on regarde les carrés, sont parfaitement uniformes sur le dessus. Puis là, c'est en arrivant sur les côtés qu'on voit qu'ils commencent à avoir un découpage. Fait qu'ici, si mettons on met une texture, ici, il y aura une démarcation entre les deux côtés. Mais ici, en fait, c'est là souvent qu'il y a les soudures des boulons, donc ça va moins paraître si on veut. Ici, par exemple, vous allez me dire comme quoi qu'il y a une forme au-dessus, donc c'est un peu moins grave si le dessus était déformé, puis je vous aurais peut-être donné le point. Mais faut quand même faire attention parce que, en fait, faut y aller aussi avec ce qu'on voit puis ce qu'on voit pas. Fait que, mettons, avec le coffre, si on regarde le coffre, ici, il y a une belle barre transversale ici. Fait que ça veut dire que l'objet en dessous, si mettons, je cache ça, cette planche-là, il y a comme, c'est des coutures gratuites. Parce qu'on ne va pas le remarquer parce qu'il y a une planche au-dessus. Donc, je peux venir sélectionner très facilement les planches en dessous. Puis avoir une seams gratuite parce qu'elle ne va pas paraître parce qu'elle est camouflée. Ou elle va être plus difficilement repérable parce que justement, elle est camouflée par ce qu'il y a au-dessus. Ensuite, il y a aussi une autre méthode de dépliage. Ça, par exemple, faut réussir à le gérer comme il faut, puis c'est vraiment pour des formes plus complexes. Parce que sinon, en général, on essaie vraiment de garder les UV seams pour avoir le plus de contrôle possible envers notre élément. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire un Smart UV Unwrap. Donc, le Smart UV Project, en fait, lui, en fait, ce qu'il va faire, il va vous mettre une limite. Il va regarder à quel point que vos îles vont être séparées. Puis, lui, il sert à quelque chose. Quand on fait OK, vous allez voir qu'il a séparé les objets en plusieurs éléments. Donc lui, en fait, il a considéré qu'à 66 degrés, ça c'était un élément, ça c'était un autre élément, puis ça c'est un autre élément. Puis en fait, cette limite-là, on peut la changer par après. Donc on peut décider que oui ou non, on est d'accord avec ce qu'ils viennent de faire. Puis en fait, vous voyez que ici j'ai un stretch par exemple. Fait que c'est pas forcément... ça ici c'est... Okay. C'est pas forcément bon parce que ça a fait un stretch parce que il a mal calculé son affaire. Mais ça nous a donné une bonne piste de départ pour savoir comment on pouvait l'unwrapper pour que ça fasse le moins de problèmes possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre des seams. En fait, on peut aller chercher ça ici. Sélectionner les deux ensemble. Vous allez voir que tout le reste revient, mais si mettons j'ai tasse un petit peu. Si je sélectionne juste ça, je peux mettre une seam juste ici. Fait que dans le fond, ici j'avais déjà mis ma seams. En fait, en activant le petit bouton ici, je pense pas qu'il y ait de shortcut pour lui, mais vous pouvez activer le petit bouton. En fait, ça va faire en sorte que ce que vous sélectionnez dans le UV va être sélectionné aussi dans votre scène et inversement.
Donc si vous sélectionnez ça ici, ça va se sélectionner directement dans votre UV. Si vous le désactivez, ben, tout ce qui est sélectionné va apparaître dans votre UV, mais ça ne va pas avoir un impact un envers l'autre. Donc ici, en fait, on peut, justement, en mettant un UV ici, puis si on trouve un endroit stratégique, on peut mettre un autre seams. En fait, si je fais un unwrap de ça, là, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus carré, qui est beaucoup plus droit. En fait, ma seams va être tout autour ici. Ce qui peut être bon aussi pour un boulon, qui est moins séparé que ce que j'ai montré en bas. Donc, tout dépendant c'est quoi votre objet, puis c'est quoi les seams que vous voulez mettre, que vous pouvez vous permettre de mettre, ça va être une stratégie différente d'utilisation ou de unwrap. En fait, Blender a beaucoup de add-ons, si on veut. Puis en fait, pour les unwrap, j'en recommande deux. Fait qu'en fait, je vais aller les télécharger. Je vais vous mettre les liens en description puis dans le Discord pour les gens qui ont accès au Discord. Je vais les mettre là aussi. En fait, ces liens-là, ça va vous permettre d'accéder à des outils, des add-ons sur le marché officiel. Donc, il y a plusieurs choses qui sont quand même utiles. Donc, mettons ici, là, je vais vous en montrer un. Mettons, je fais un unwrap, un Smart UV unwrap de tout ça. Je ne veux pas me péter la tête. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pertes d'espace. Mettons ici, là, il y a plein de petits éléments qui sont en haut qui auraient pu rentrer ici. Puis qui ils sont pas. C'est un espace qui est perdu avec la texture. Puis qui est pas utilisé. Puis c'est vraiment dommage de ne pas utiliser d'ailleurs parce que c'est pas utile à avoir autant de pertes d'espace. En fait, il y a un. Il y a un add-on qui sert à ça. Le add-on, en fait, c'est un UV Pack Master. Donc, je vais juste réussir à le télécharger. Puis, je vais être capable de vous montrer ça. En fait, ce add-on-là va vous permettre de packer, si on veut. Ça va vous permettre de packer votre texture. En fait, si vous voulez installer un add-on, ce que vous devez faire, c'est aller dans Edit, aller dans Préférences. Ça va vous ouvrir un nouveau menu ici. Puis, en fait, ça, c'est des choses que j'avais activées, fait que je vais juste les réactiver. Quand vous faites Install, ça va vous ouvrir un nouveau menu. En fait, vous allez chercher votre add-on en zip. Fait que moi, en ce moment, c'est le UV Pack Master 2. Puis, vous faites Install Add-on. Il va générer un add-on. Il va le dézipper automatiquement. Vous pouvez juste sélectionner ça. Ça va prendre parfois un certain temps, tout dépendant de la grosseur du add-on. En fait, en ce moment, on a un nouveau menu qui est apparu dans le UV Pack. En fait, lui, ce qu'il me permet de faire, c'est de packer. Si je sélectionne tout, ça me permet de packer ma géométrie pour qu'elle prenne beaucoup moins d'espace perdu. Donc, vous voyez qu'ici, il a mis des éléments dans des éléments pour être sûr que tout est beau, puis qu'ils prennent le plus d'espace possible, puis qu'ils s'occupent du plus d'endroits possible qu'il peut avoir accès. Okay. L'autre que je vais recommander, c'est le Text Tool. Le Text Tool, en fait, c'est des outils qui vont vous permettre d'améliorer vos unwraps, justement. Donc, je vais aller le télécharger aussi. Lui, c'est un GitHub. Donc, même chose, je m'en vais dans mes préférences et je m'en vais installer le Text Tool qui va apparaître. Parfois aussi, ça arrive qu'il n'apparaît pas. Quand que ça arrive, c'est que le add-on il a été mal écrit par la personne qui l'a fait, donc parfois il faut aller le faire nous-mêmes. Ça, par exemple, c'est plus de manipulation que je ne vais pas montrer forcément aujourd'hui. De toute façon, les add-ons que j'ai en ce moment, ils ont l'air de fonctionner, donc tant mieux. Ça, en fait, c'est une autre façon, si vous avez le Text Tool, c'est une autre façon d'aller chercher le checker map. Dans le fond, de la manière, je l'ai activé tantôt. Mais si vous ne voulez pas aller chercher dans les shadings et toutes les patentes, vous pouvez juste aller faire checker map ici. Puis checker map, lui, va activer la même chose que je vous ai montré, mais il va le faire de sa façon à lui. En fait, il y a plusieurs checker maps si vous appuyez plusieurs fois. Ici, vous avez un checker map de couleur. Vous avez un checker map avec des flèches. On peut même essayer de regarder à quoi il ressemble si vous voulez. Dans le fond, ça c'est lui avec les flèches, fait qu'il vous montre dans quelle direction ils vont. Mais ça impacte moins pour ce qui est de la texture.
Après ça, vous avez le checker map normal. Puis vous avez lui avec les couleurs qui ressemble à ça. Donc ça, c'est vraiment pour séparer votre forme en plusieurs couleurs. Mais encore là, quand on fait un unwrap, quand on fait un packing, en fait, il va pas regarder l'orientation de l'objet ou whatever. En fait, la texture non plus va pas regarder ça. Fait qu'il faut vraiment, faut plus s'assurer de à quel point c'est bien déplié, puis à quel point que les objets prennent peu d'espace dans leur environnement. Donc, je recommande vivement ces deux-là. Puis en fait, vous pouvez changer aussi les marges, la précision, puis ainsi de suite. Ça, je vous invite à explorer avec ça. Et oui, vous pouvez pas vraiment briser votre forme. Vous pouvez faire des packs autant que vous voulez, puis il va repacker au moins 600 fois. Là. Ça va pas déranger. Ça va absolument rien changer que vous le packiez plusieurs fois. Puis vous allez rien briser en faisant ça. Si vous arrivez à le briser, je vais être le premier surpris. Je pense que ça fait le tour du UV Unwrapping. Fait que, en fond, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, le UV Unwrapping, en fait, c'est de trouver quelle forme qui arrive à bien se séparer des autres formes sans que ça paraisse trop. Donc, si, mettons, on prend le volant ici, puis qu'on l'isole, l'arrière du volant, on s'en fout un peu si c'est visible ou pas, si c'est séparé ou pas. Donc, en séparant ça, on peut se faire... on peut aller chercher plus de détails à l'avant. Puis en fait, l'arrière, on le voit juste pas. Donc, si on veut sauver de la place, on peut même le réduire puis le mettre à l'intérieur parce que on le verra pas. Fait qu'il prend de la place de texture pour rien. D'ailleurs, si vous voulez sélectionner juste ce qui fait partie de l'intérieur d'une seam, fait que mettons ici, tout est découpé. En sélectionnant ça, si je fais L, ça va sélectionner seulement ce qui fait partie de les seams. Quand ils sont complètement isolés, ça va pas sélectionner le reste. Donc, si vous faites L sur une zone qui est isolée, ça va vous permettre de sélectionner seulement ce qui est isolé. Et oui, effectivement. Pourquoi on veut packer ou qu'on veut réduire certains éléments qu'on voit moins? C'est qu'ils vont prendre plus de place dans la texture 2D. Puis la texture 2D, c'est des pixels. Donc, on veut optimiser ça le plus possible, comme que Gerard vient de dire. Mais sinon, les UV, c'est vraiment plus un exercice de patience, de comprendre qu'est-ce qui peut être séparé puis qu'est-ce qui peut pas être séparé. Puis où est-ce qu'on met nos seams puis où est-ce qu'on les met pas pour qu'on puisse avoir la meilleure résolution possible à la fin pour que tout rentre dans votre carré. Je vais vous montrer une dernière petite chose pour les UV Unwrap. Donc, quand on fait des Unwrap, en fait, vous voyez qu'il y avait plus d'options que qu'est-ce que je vous disais tantôt. Donc, il y a Unwrap, il y a Smart UV, il y a Light Pack. Light Pack, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va packer rapidement tout un à côté de l'autre. En fait, ici, si mettons je fais Follow Active Quads, vous allez voir que ça revient un peu au même que qu'est-ce que j'avais tantôt. Donc, il va suivre le quad actif. Ici, j'ai encore la même option de Follow Active Quads. Fait que ici, en ce moment, il suivait ce quad-là, mais si mettons je prends lui pour qu'il soit l'Active Quad, ils vont tous se repositionner autour de lui. Donc, encore là, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez comme actif. Ensuite, on a le cube UV. Le cube, en fait, il va prendre la face, et en fait, il va prendre les faces comme si c'était un cube. Là, en ce moment, c'est un cube, c'est pour ça que ça donne ce résultat-là. Il va prendre les faces comme si c'était un cube, puis il va les séparer. Donc, en fait, si je prends une sphère, puis que je fais Cube Projection, vous allez voir qu'il va prendre tout ce... Il va faire comme si c'était un cube qui était projeté. Sinon, il y a Cylinder Project. Cette projection-là, en fait, elle va se fier à ta vue. Fait que si, mettons, on regarde du haut, vous allez voir que le centre, ça va être ça ici. Puis si on regarde le côté, ça va être ça qui est en haut. Donc, ça dépend comment que vous le voulez. Puis même chose pour le sphère, en fait. Le sphère, il va plus être un peu plus pour une sphère, mais ça revient un peu à ce que je disais. En fait, c'est le milieu va être là. Puis il y a aussi Project from View. Fait que là, ben ça, c'est... En fait, les carrés seront parfaitement pas respectés dans ce mode-là, par exemple. Donc si on remet un checker map va être bon sur le dessus, mais dès qu'on va se mettre à tourner autour, vous allez voir que tout est stretch, puis que tout est pas forcément super bon. Puis ici, ça va juste from view, mais avec les bounds, fait que ça va l'agrandir.
Puis reset, ça vous permet en fait, reset, ce que ça va permettre de faire, c'est si mettons vous avez votre cube, que vous faites reset, ça va tous les ramener en un seul et même. Ben ça va faire plusieurs petits cubes, mais ils vont tous être séparés. Fait que ça va les remettre exactement à la bonne grandeur, en fait à toute la grandeur de vos scènes. Puis en fait, si vous faites ça, mettons avec la sphère, ici on voit qu'on a des carrés au-dessus, mais si on les reset, vous allez voir qu'il y a plusieurs triangles. C'est des triangles au-dessus, pas des carrés. Fait que la sphère a plusieurs triangles au-dessus, mais le reste c'est des carrés. Fait que les triangles seront séparés des carrés. Je pense que ça fait le tour. Fait que je vous remercie tout le monde de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé le cours. Puis on se retrouve mercredi prochain pour l'autre cours. Fait que oui, aimez la vidéo et... Episode is sponsored by Raid Shadow Legends. We're waiting for that one. Fait que oui, VPN, puis Squarespace. Yes. We're waiting for all of them. On va avoir un milestone. Install, honey. Fait que la semaine prochaine, ça sera plus sur la modélisation puis les modificateurs, comment les utiliser, à quoi ils servent, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est moins utile, et ça va plus être sur la modélisation dans Blender. Donc, merci. Pourquoi